Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Q&A. J'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Moi oui, moi aussi. Enfin moi aussi. Je pars du principe que vous allez bien. Moi oui, ça va bien, ça va bien. J'étais à Paris ce week-end, c'était super chouette. C'était super chouette et j'ai vu plein de jolies choses et j'ai parlé et voilà, j'ai revu des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Donc c'était super. Maintenant, je suis donc de retour pour vous jouer un mauvais tour et on va commencer tout de suite avec les questions. La première, c'est comment cultiver la patience et l'acceptation de la douleur? On avait déjà abordé la peur de la douleur dans un podcast. Ici, je m'interroge sur les douleurs chroniques ou plus longues. Comment être patient envers une douleur qui ne passe pas après plusieurs semaines alors qu'on fait déjà tout ce qu'on peut pour traiter sa source et qu'on ne sait pas quand, si et comment cela passera? Est-ce que le yoga en pratique et sa philosophie sur le plan psychologique et physique peut aider à accepter, atténuer ou apaiser ce type de douleur? Quelle merveilleuse question, quelle belle question, excellente question, comme toujours. J'aime beaucoup parce que effectivement, la douleur c'est tout un sujet, la douleur chronique c'est encore un autre niveau de sujet et c'est super important et c'est encore, je pense, très méconnu. Les mécanismes de la douleur et notamment de la douleur chronique sont assez peu connus, en tout cas j'ai envie de dire, dans le grand public. On comprend de mieux en mieux comment la douleur fonctionne, mais c'est tellement complexe. C'est tellement complexe parce que ça ben je vais l'aborder dans ma réponse, mais c'est un mécanisme qui prend en compte tellement de variables différentes que ça peut être très overwhelming, ça peut être très compliqué de savoir par où commencer, quoi faire et comment s'en sortir tout simplement. Et voilà, avoir une douleur qui ne passe pas, il y a peu de choses qui sont aussi frustrantes et aussi qui nous prennent notre sentiment de contrôle et ce sentiment de pouvoir influer sur les choses. Euh, il nous est complètement dérobé quand on est en proie à la douleur. Donc voilà. C'est quelque chose, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi puisque vous le savez peut-être, mais j'ai eu moi aussi une douleur chronique pendant 2 ans au poignet qui était très handicapante parce que j'étais traductrice, donc j'utilisais mon poignet toute la journée, et puis quand j'utilisais pas mon poignet pour traduire, j'utilisais mon poignet pour donner des cours de yoga. Et puis de toute façon, n'importe quelle douleur est handicapante par défaut. Les douleurs qui s'activent quand on utilise ses mains, les mains qu'on utilise tout le temps, c'est aussi compliqué. Mais ça pourrait être je pourrais dire la même chose des douleurs au dos ou des douleurs aux genoux. C'est quelque chose qui nous est, on est constamment rappelé, pas rappelé, on nous rappelle constamment qu'on a mal en fait. Voilà, le corps nous rappelle constamment que ça ne va pas. Donc c'est compliqué. Ce que j'ai envie de dire, comment je m'en suis sortie, enfin les leçons que j'ai apprises de cette expérience, c'est avant tout qu'il est fondamental de se concentrer sur ce qu'on peut faire, de ne pas focaliser sur la douleur ou sur la zone du corps concernée. Ce qui est très difficile puisque, comme je disais, quand on a mal, forcément, c'est un signal que notre corps nous envoie, pour un signal d'alarme en fait de notre corps. Donc c'est très difficile d'ignorer ce signal d'alarme, surtout qu'il est douloureux par essence. Mais plus on va se concentrer dessus, plus on va se focaliser dessus, plus on va accumuler de stress par rapport à cette situation, et le stress amplifie la douleur. Donc on peut très rapidement se retrouver dans un cercle vicieux comme ça, où on a mal, alors on stresse, et on stresse, alors on a mal. Du coup, je pense que ce qui est super important, c'est de se dire, ok, j'ai mal à cet endroit-là, qu'est-ce que je peux faire avec le reste de mon corps en fait? Qu'est-ce qui m'est encore accessible, et est-ce qu'il y a
amplitudes de mouvement, des choses que je peux faire qui ne déclenchent pas la douleur et commencer vraiment à avoir de la curiosité par rapport à ça, par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à ce qui nous reste finalement. Euh, Très important, très très important. Euh, Ensuite, comprendre le mécanisme de la douleur, comme je disais, comprendre que c'est un signal qui est produit par notre cerveau en fonction de plein de variables différentes et que c'est principalement la douleur un phénomène psychologique qui est du coup accentué par le stress. C'est-à-dire qu'il y a plein d'études qui ont été faites qui ont montré qu'il y avait finalement très peu de lien entre les dégâts qu'on constate dans les tissus du corps, entre la blessure en elle-même et la quantité de douleur qu'on va ressentir en réponse. Et c'est rien que ça, c'est déjà complètement mind-blowing en fait, parce que je pense on est tous toujours partis du principe que petite blessure égale petite douleur, grosse blessure égale grosse douleur, et puis voilà, après la douleur varie sur un continuum comme ça en fonction du dégât des dégâts dans le corps. Et non, pas du tout, en fait, pas du tout. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites notamment sur les douleurs dans le bas du dos, dans les lombaires, qui montrent que aucun dégât n'est visible à l'examen. Donc au IRM, radio, quoi que ce soit, il n'y a aucun dégât dans les tissus qui est visible, mais le patient va se plaindre de douleurs incroyables dans le bas du dos. Et au contraire, il y a parfois des hernies discales de taré, des choses, des blessures vraiment importantes dans le dos, et le patient va dire, bon non, ça fait pas mal, ça va bien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se baladent avec des hernies discales et qui ne savent jamais qu'ils ont une hernie discale parce qu'il n'y a pas de douleur, donc ils n'ont pas de raison de s'en inquiéter et pas du coup de raison d'aller faire des examens pour constater qu'il y a une hernie à cet endroit-là. Donc c'est super fascinant, mais ça veut dire aussi qu'il y a cette déconnexion entre la douleur et les dégâts dans le corps dont il faut vraiment être conscient. Et bien comprendre qu'il y a donc toutes ces variables qui vont rentrer en compte, qui sont l'âge, le sexe, les connaissances et les croyances autour de la douleur. Si on commence à se dire et à être convaincu que ça ne va jamais s'améliorer, que on va forcément avoir mal comme ça toute sa vie, ou que ça va s'empirer avec le temps, ça va être de pire en pire, et ben la douleur va effectivement s'empirer, va être plus importante, va prendre le pas sur tout le reste. Donc il faut commencer déjà rien que le fait de s'éduquer sur les mécanismes de la douleur et comprendre un peu tout ça, ça peut déjà nous aider à prendre un peu de distance par rapport à cette douleur et à se dire ok, c'est pas forcément que que mon corps est en train de s'écrouler et que ce sera toujours comme ça. Non, c'est sans doute temporaire, c'est quelque chose, c'est pas marrant, mais ça arrive en ce moment. On va se concentrer sur ce qu'on peut faire, ça va aller. Voilà. Et rien que déjà de commencer à avoir ce discours-là avec soi-même, ça peut aider à prendre cette distance avec la douleur et du coup à atténuer en tout cas la force de ce signal envoyé par notre corps. Après, plus au niveau du yoga, on peut penser à Ahimsa, toujours, à être doux avec soi-même, à accepter qu'on ne sera pas au top pendant quelques temps parce que la douleur est là, mais laisser le temps au corps. On a souvent envie d'accélérer les choses parce que c'est pas fun d'avoir mal, mais on peut pas forcer le corps. En fait, le corps fonctionne sur son propre rythme, que ce soit, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on constate aussi beaucoup en yoga, quand on veut gagner en souplesse ou quand on veut absolument faire une posture en particulier, on a envie on étire, on pousse l'étirement parce qu'on veut être capable de faire, par exemple, le grand écart, et puis on se rend compte que, non, en fait, le corps, c'est pas comme ça que ça marche, on peut pas le pousser, on peut pas le forcer, on peut juste lui demander, on peut juste l'inviter, on peut juste, toujours en respectant ses limites, en respectant son rythme. Et c'est beaucoup plus efficace que de se crisper et de le pousser et de vouloir le faire aller plus vite que la musique. Donc douceur, douceur. Et pour revenir à
à ces croyances et à cette pensée. Quand j'avais justement cette douleur chronique au poignet, le plus douloureux finalement, c'était pas la douleur en elle-même, c'était pas ce que je ressentais dans mon poignet, mais c'était toutes les histoires que je me racontais autour, en fait, cette catastrophisation, cette frustration immense d'avoir l'impression de faire tout bien et de ne voir aucun changement, parce que du coup, j'arrêtais, enfin, j'écrivais le moins possible, je tapais au clavier le moins possible, j'avais acheté un soutien pour mes poignets, une souris ergonomique, j'évitais complètement de mettre du poids sur mes poignets quand je donnais cours, tout ça. J'avais une orthèse, j'allais chez l'orthopédiste, le traumatologue régulièrement, j'avais des injections, j'avais des anti-inflammatoires à prendre le reste du temps, j'avais de la crème, j'ai tout essayé et rien ne fonctionnait et c'était une frustration énorme, l'impression de ne pas avoir le contrôle de mon corps du tout, de ne pas savoir ce qu'il fallait faire pour arrêter et pour que la douleur s'arrête, pardon. Et ce qui a vraiment changé, en fait, ce qui a vraiment fait que la douleur a commencé à se dissiper jusqu'à disparaître, c'est que j'ai arrêté tout ça, en fait. J'ai arrêté d'essayer, j'ai arrêté de me focaliser sur cette douleur et sur ce stress que ça me causait, et j'ai commencé à explorer ce que je pouvais faire malgré tout ça. Parce qu'il y a toujours plein de choses possibles. Il y a toujours plein de choses qu'on peut faire, même avec cette douleur en background. Par exemple, avec une de mes clientes qui avait une douleur chronique à l'épaule, elle avait une tendinite, elle allait voir des kinés depuis 2 ans, il n'y avait aucune amélioration, au contraire. On a commencé tout de suite par explorer ce qu'elle pouvait faire avec son bras sans causer la douleur. Et puis ensuite, on a travaillé sur le renforcement d'autres parties de son corps, notamment les abdos, tout ça, pour lui redonner ce sentiment de contrôle, ce sentiment de confiance en son corps, cette force intérieure, en fait, qui lui a permis super rapidement, d'ailleurs, même moi j'en étais surprise, de se réapproprier son corps et la douleur a disparu en fait. Et assez rapidement, elle repartait nager, elle repartait faire de l'escalade, elle faisait plein de choses avec son bras qui lui étaient complètement inaccessibles pendant les 2 ans où elle enchaînait les rendez-vous de kiné, sans résultat parce qu'elle était focalisée là-dessus. Il faut que j'aille mieux, il faut que j'aille mieux, il faut que j'aille mieux. Et moi, je lui ai proposé une autre approche du coup, de voir, bon, oui, il faut que tu ailles mieux, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en attendant que ton corps guérisse et que voilà, et que la douleur ça disparaisse. Donc voilà, cultiver la gratitude, cultiver la satisfaction, cultiver l'acceptation et la conviction que cette situation est temporaire. Donc ça aussi c'est très yogique de se dire que c'est comme ça maintenant, ça sera pas toujours comme ça, c'est certain. Tout passe toujours. Et voilà, cultiver la gratitude pour ce que le corps est encore capable de faire, la satisfaction, le santosha, le fait d'être ok avec la situation comme elle est pour le moment, même si c'est difficile, c'est ce qui est et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui nous est encore accessible. Et voilà, cette conviction que c'est temporaire. Et une dernière petite note sur le sujet, histoire de ne pas faire un podcast de 3 heures. Je tiens un journal tous les soirs, et c'est un journal sur 5 ans, où en fait tous les soirs j'écris une petite phrase. Et sur chaque jour, je vois ce que j'ai écrit il y a exactement 1 an, en fait. Donc par exemple aujourd'hui, on sera le 9 février. Ce soir, quand je vais écrire dans mon journal, je vais voir ce que j'ai écrit le 9 février 2023 et le 9 février 2022, parce que j'ai commencé en 2022. Et je trouve ça génial, en fait, de tenir ce genre de journal pour se rendre compte d'à quel point tout est temporaire. Parce qu'il y a tellement de choses qui me préoccupaient il y a 1 ou 2 ans et qui étaient super importantes pour moi à l'époque et qui vraiment me perturbaient pendant des jours et des jours et que j'ai complètement oublié. Des fois, je relis un truc que j'ai écrit il y a un ou même 1 an, ouais, et je me dis, mais qu'est-ce que c'était ça déjà?
Justement, il y a un jour ou deux, je voyais, je me suis blessée à l'épaule aujourd'hui, j'espère que ça va vite passer, tout ça. Et je me suis dit, ah bon, je me suis blessée à l'épaule il y a un an, j'ai complètement oublié ça. Mais même des situations de la vie de tous les jours, en fait, que je raconte il y a 1 ou 2 ans, et complètement oublié. Donc, c'est super intéressant ce petit exercice de tenir un journal pour plein de choses. Vous le savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais pour ce point-là en particulier, en fait, de se dire, bon, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez vous dire aussi, est-ce que dans un an, j'y penserai encore à cette douleur? Est-ce qu'elle sera encore là? Certainement pas. Certainement pas. Ou si elle est encore là dans un an, c'est que y a quelque chose qui doit vraiment changer et qu'il faudrait. Ou si la douleur était déjà là il y a un an, vraiment, je vous encourage à m'en parler si vous voulez. On peut en discuter carrément et voir ce qu'on pourrait faire ensemble, mais à changer de tactique, clairement à changer de tactique parce qu'une douleur qui date d'il y a un an. C'est clairement pas. Il y a très très peu de chances que ce soit quelque chose qui est vraiment une blessure qui reste dans les tissus. En fait, les tissus se guérissent en maximum quelques mois. Donc, il y a vraiment quelque chose à explorer à ce niveau-là. Voilà. Je vais passer à la deuxième question. Ouais. Donc, la deuxième question, c'était aurais-tu une routine à conseiller pour mon fils de 4 ans et demi, ou peut-être un ouvrage avec des postures. Alors je suis pas du tout spécialisée yoga pour les enfants. Je pense, enfin, il me semble qu'il y a des formations vraiment, enfin, j'espère en tout cas qu'il y a des formations spécifiquement pour ça et que je ne les ai pas faites en tout cas parce que c'est pas là, enfin c'était pas le domaine qui m'intéressait le plus. Mais j'ai un super bouquin que j'avais acheté juste après ma formation initiale, qui s'appelle Yoga for Children, et c'est de Swati et Rajiv Chanchani, c'est 2 Indiens, et qui ont écrit ce bouquin-là, qui est malheureusement pas traduit en français, je pense, mais qui est super parce qu'il explique, déjà il explique les fondements de la philosophie du yoga en termes super simples, avec des illustrations super sympas, et c'est d'ailleurs top pour les adultes aussi parce que ça simplifie des concepts qui sont assez complexes, parfois dans la philosophie du yoga. Et il y a aussi plein de postures avec des photos et des images qui se rapportent au nom des postures. C'est un truc que les enfants adorent en général, toutes les postures ont un nom bien particulier et auquel ils peuvent vraiment se raccrocher et visualiser. Donc il y a la posture du chien, la posture du chat, de la vache, du cobra, de l'arbre, de l'enfant, le pont, le chameau. Enfin bon, il y a plein de postures comme ça qui sont que les gamins adorent en fait. Ah, vas-y, fais la posture de l'arbre et pouf, fais la posture du chat, fais la posture du chameau, fais le pont. Ils adorent ça en fait. C'est très très imagé et c'est très très. Enfin, tu peux ensuite une fois dans la posture imaginer en quoi est-ce que ça ressemble à un arbre, en quoi ça ressemble à un chameau. Donc ce que j'avais fait, voilà, avec mes neveux à l'époque quand ils étaient un petit peu plus jeunes et un peu plus intéressés par le yoga, c'était ça et ils adorent ça. Ou même j'ai un de mes clients, il y a son fils qui a 7 ans qui nous rejoint très souvent en fait pendant la séance et il essaye simplement, il copie les postures, il nous regarde faire, il copie et c'est trop mignon parce que il s'endort instantanément quand on arrive à la relaxation finale. Il s'allonge par terre et puis pouf, il est parti, il s'endort, et il est en relaxation au Shavasana et on doit le réveiller en fait 5 minutes plus tard. Donc les enfants adorent ça et je recommande vraiment beaucoup parce que je recommande même de leur montrer en fait qu'on fait du yoga et de montrer en fait que papa, maman, ils prennent soin de leur corps et c'est important de prendre soin de son corps, c'est important de faire de l'exercice et pour le yoga en particulier, ils peuvent se joindre assez facilement, il y a pas d'histoire d'aller au foot avec eux ou enfin voilà, ça peut être fait dans sa maison et ça prend pas très longtemps parce que il y a ça aussi, les enfants en général, ça les intéresse pas de faire une séance d'1 heure, mais 3-4 postures comme ça se fait très très bien et c'est super ludique et c'est intéressant.
Donc il y a voilà, le bouquin Yoga for Children de Swati et Rajiv Chanchani. Je vais essayer de me souvenir de mettre ça dans la note de l'épisode. Et un dernier point aussi sur la question, c'est les exercices de respiration qui sont vraiment top pour la régulation émotionnelle des enfants et des adultes. Mais leur apprendre des techniques de respiration très très simples, ne serait-ce que d'inspirer et de compter jusqu'à 4, expirer et compter jusqu'à 4, ou 3, s'ils ont un petit souffle encore, je sais pas comment ça marche les enfants. Mais voilà, les exercices de respiration très très bien, de ralentir la respiration quand les émotions commencent à être un petit peu trop fortes. C'est super, c'est super et ça sera des outils qui vont leur servir toute leur vie et comme on le sait en fait en plus à cette époque-là de la vie on n'est pas encore le cortex préfrontal, donc là, tout ce qui est zone de raisonnement est encore un peu pas tout à fait formé, on est encore très très dans l'émotionnel, dans le système limbique, donc le fait d'avoir ces outils de régulation, c'est tellement précieux, tellement précieux. Donc oui, j'ai cet ouvrage Yoga for Children à conseiller, mais de manière générale, je suis sûre que Internet regorge de mini-vidéos ou de même simplement de postures, de listes de postures à faire avec les enfants. Mais pour la personne en particulier qui m'a posé cette question, je sais que tu connais déjà très bien le chien tête en bas, le chat, la vache, le cobra, l'arbre, l'enfant, le pont, le guerrier, très bien aussi le guerrier, ils aiment beaucoup ça, le pigeon, enfin bon, il y a plein de choses à faire et je pense que ça lui plairait beaucoup. Voilà. Et que ça lui ferait du bien à ton petit. Ok. Dernière question aujourd'hui. À propos de concentration, as-tu des tips quand tu la perds complètement? Oh, encore un sujet qui me parle beaucoup. Parce que ma concentration, mon Dieu, c'est pas facile tous les jours. C'est quelque chose qui est difficile, ouais, et que je m'en rends davantage compte maintenant que je travaille pour moi. Parce que quand on travaille seul, on peut pas vraiment se reposer sur ses coéquipiers quand on a un jour off, quand on a un jour sans, le travail n'est juste pas fait. Donc il faut être concentré si on veut que les choses avancent. Donc c'est un sujet qui me parle beaucoup et ce que je trouve m'aide beaucoup. Premier point, c'est de changer d'environnement. Et je sais que ça te parle aussi, du coup, on en a discuté. Mais vraiment, de changer d'environnement. Donc, effectivement, si on peut avoir accès à un espace de coworking ou aller dans un café, tout ça, je pense que ça peut beaucoup aider. Mais pour moi, du coup, je fais pas ça. Je fais pas de coworking. Je vais pas dans les cafés parce que mon laptop, je sais pas, mon laptop me coûte beaucoup trop cher pour me balader avec et puis j'aime bien être chez moi mais je sais que des fois je suis à mon bureau et ça ne marche pas, je n'arrive pas. Donc je vais juste dans le canapé, c'est con, mais ça peut juste être aller s'asseoir ailleurs dans l'appart et changer d'environnement quand on sent qu'à un environnement ça ne fonctionne plus. Et des fois, voilà, je vais juste m'asseoir dans mon canapé et je travaille là jusqu'à ce que la batterie de mon laptop meure. Et ensuite, je reviens sur le bureau et le fait d'avoir changé d'environnement, en fait, ça m'aide à me reconcentrer. Mais voilà, si tu as accès, je pense que ça fonctionnerait beaucoup mieux encore si j'avais accès, ou enfin, si je sortais de l'appartement complètement, en fait. Parce que quand on vit chez soi, on a accès à la cuisine, on sait qu'il y a du ménage à faire, qu'il y a une lessive, et voilà, il y a la machine qui sonne, il y a les linges à étendre, il y a le chat qui vient demander de jouer, il y a plein de choses qui sont compliquées. Donc changer d'environnement. Le deuxième, très important, le téléphone en dehors du champ de vision. Pas le téléphone sur le bureau avec la face sur le bureau, non, en dehors, juste caché. Et ça peut vraiment juste être caché sous un livre, voilà. Mais juste le fait de ne pas avoir le téléphone dans le champ de vision, c'est bête, mais c'est game changer. Parce que tant qu'il va être là dans la vision périphérique,
il va tenter, il va vraiment tenter. Et c'est une saloperie. Donc voilà, s'il faut le mettre hors de portée des mains, donc le mettre dans une autre salle, dans une autre pièce de la maison ou quoi, mais voilà, des fois, ou même le mettre en mode avion, ou enfin, mettre un bloqueur d'app, faire ce qu'il faut en fait pour que le téléphone ne soit plus accessible. Sur le laptop en lui-même, fermer ou cacher tous les onglets dont on n'a pas besoin pour travailler. J'adore en fait, enfin Chrome depuis, ça fait un moment maintenant, mais il y a des groupes maintenant, il permet de faire des groupes d'onglets. Donc j'ai un onglet business, j'ai un onglet chill, et je mets tous mes trucs qui me perturbent, je les mets dans mon onglet chill et je ferme l'onglet chill et j'ai que l'onglet business d'ouvert et c'est très bien. Donc voilà, virer tout ça. Un truc qui marche vachement bien pour moi aussi, c'est le casque audio avec la musique en fait, ou même sans musique. Mais je sais que quand j'enfile mon casque, c'est que ça y est, on est en serious business maintenant, on travaille, on est en mode travail. Et ça me fait aussi un petit sas entre moi et mon environnement, justement. J'entends un peu moins mon voisin. Tiens, bah, là, justement, il tape avec son marteau quand je dis ça. J'entends un peu moins mon voisin, j'entends un peu moins mon chat. Et je suis vraiment davantage dans ma bulle de travail. Donc avoir le casque qui sur les oreilles, ça peut aider. Un autre truc, c'est que souvent, en fait, je perds ma concentration ou je procrastine parce que j'ai une tâche que je dois faire et qui me paraît très daunting, qui est très impressionnante et où je sais que ça va me prendre du temps et que ça va être difficile ou enfin, que ça, voilà, ça va me prendre un effort particulier. Du coup, j'essaye de découper cette tâche en petits morceaux plus accessible et de me dire bah voilà, j'ai juste à faire ce premier petit morceau. En général, c'est pas quelque chose de super difficile, mais ça me permet d'abaisser la barrière en fait vers cette tâche, vers l'exécution de cette tâche en tout cas. Donc par exemple voilà l'enregistrement de mes podcasts, je sais que ça va me prendre pas mal d'heures en fait de prendre la liste de questions, de répondre, de noter, déjà de faire quelques comment dire des bullet points par rapport à ma réponse, d'y réfléchir un peu, puis d'enregistrer, puis d'éditer, j'allais dire, je n'édite pas du tout mes podcasts, puis de les uploader sur Spotify, puis etc. Donc ça, je sais que c'est une grande tâche. Mais voilà, maintenant je la découpe en petits morceaux. Et genre, je sais que je fais mon enregistrement le mercredi. Le mardi, je vais déjà avoir fait écrire mes bullet points de réponse aux questions. Comme ça, je sais que le lendemain, je peux me lancer directement dans l'enregistrement. J'ai déjà répondu au truc. Enfin, j'ai déjà fait le plan de ma réponse. Je me lance directement dans un deuxième petit morceau de la tâche. Donc voilà, je la découpe en petits morceaux. Parfois, je les répartis sur plusieurs jours comme ça pour faire en sorte que ce soit pas aussi impressionnant comme tâche. Et ça m'aide à avoir moins de friction par rapport à ça et à être plus concentrée une fois que je travaille. Et puis le dernier truc auquel j'avais pensé, c'est Pomodoro, en fait, la méthode Pomodoro, de travailler pendant 25 minutes et ensuite de prendre 5 minutes de pause et de me dire, ok, pendant 25 minutes, là, je vais travailler. Pas d'excuses. Et ça peut être 15 minutes si 25, ça paraît trop. Comme d'hab, on ajuste en fonction de nos besoins. Mais voilà, de se dire, ok, j'arrête mes conneries. Pendant 10 minutes, 15 minutes, 25 minutes, je travaille. Et après, je me prends une pause et promis, voilà, je mets mon timer et dans X temps, quand le timer sonne, je prendrai ma pause et j'irai voir sur mon téléphone, je répondrai à mes textos, je me donnerai ma petite récompense entre guillemets. Et voilà. Mais en attendant, c'est head down, j'y vais et j'arrête mes conneries. Donc il faut un petit peu de discipline aussi au bout d'un moment parce que bon. Donc voilà. Donc c'est mes tips quand je perds complètement la concentration et quand je procrastine et que c'est difficile. Bon, une demi-heure de podcast, très bien, très bien. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je vais mettre les liens intéressants dans les notes de l'émission. Allez y jeter un œil. Voilà. Si vous avez besoin de mon aide, si vous voulez mon soutien pour
améliorer votre quotidien, vos habitudes au quotidien, votre routine pour gagner en mobilité, pour gagner en sérénité également grâce à la magie du yoga et du self-care. N'hésitez pas à me contacter, tout est dans les notes de l'émission. Envoyez-moi un petit message et je vous dirai si je peux vous aider et comment. Passez une très très belle journée. À très bientôt. Merci.